Et bonjour tout le monde, on lance aujourd'hui la semaine de l'impact pour une première année à Montréal et c'est pas la dernière. C'est une semaine qui se veut un forum, un réseau d'entraide, puis aussi une façon de démarrer les conversations sur comment on peut concilier l'impact social, environnemental et économique dans les startups et dans notre écosystème startup montréalais. Je suis Liette Lamonde, PDG de Bonjour Startup Montréal et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette semaine. L'objectif de la semaine, c'est de sensibiliser puis d'outiller les entrepreneurs et les startups. Donc, la semaine, elle découle d'un grand rassemblement de l'écosystème, le Offsite 2020, qui s'est tenu à l'automne passé. On avait alors tous ensemble rêvé à notre écosystème idéal, puis on avait voté carrément pour choisir les principaux traits de caractère qu'on voulait pour notre écosystème startup montréalais. Et le premier, celui qui a récolté le plus grand nombre de votes en ce lendemain d'élection, ça a été « On veut un écosystème startup qui concilie l'impact économique et l'impact social ». Alors, immédiatement après, une cellule d'impact a été formée, elle s'est mise au travail pour voir quelles actions on pourrait prendre concrètement pour y arriver. Bien, la semaine d'impact, c'est la première de ces actions-là. Alors, un grand merci aux acteurs de l'écosystème startup qui collaborent à cette semaine au sein de la cellule d'impact, puis aussi par la présentation d'activités comme panélistes, comme modérateurs, etc. C'est un magnifique exemple d'effort collectif. Merci à Esplanade, Futurpreneur, l'Institut de développement des produits, le pôle IDEOS HEC, Polytechnique Montréal, Maison de l'innovation sociale, Credo, Montréal New Tech, Evol, Mangrove, MTL Green et plusieurs conférenciers que je vous invite à voir dans la programmation. Merci à l'équipe de Bonjour Startup Montréal, tout particulièrement Guillaume Lajoie et Méliane Vézina qui en ont fait une cause personnelle et aux équipes des coms et de l'écosystème. Et merci au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son soutien financier à cette semaine d'impact via le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Au menu, on a 12 activités, certaines virtuelles, d'autres en personne. Et d'ailleurs, on vous invite à nous rejoindre vendredi après-midi pour un cocktail en personne à la Maison Notman pour souligner la fin de cette semaine d'activité et continuer la conversation ensemble. On a à cœur que notre écosystème startup soit au diapason des causes sociales et environnementales qui sont à l'avant-plan de notre société. Plusieurs startups, vous le savez, avec leur force d'innovation, font d'ailleurs partie de la solution aux grands enjeux sociétaux actuels. On a l'occasion d'agir en leader à Montréal, en priorisant des actions qui s'alignent avec les notions d'impact social, environnemental et économique. Et là, on vit un moment important dans le développement économique de notre métropole. Alors, on tient à ce que ces valeurs qui dépassent la notion unique de croissance économique soient reflétées autant dans la façon qu'on analyse et qu'on évalue notre écosystème et nos actions, si on veut agir comme pionnier en la matière. Alors, ce matin, on commence en Lyon, en compagnie d'un pilier de l'écosystème startup, qui est en train de devenir, je le sens, un pilier en matière d'impact aussi, Sylvain Carle. Sylvain, avec tes invités Séverine et Chantal d'Evol, je vous laisse débuter la première activité de cette semaine. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup, Liette, pour cette introduction. Je suis très content de pouvoir être avec vous ce matin et avec mes deux invités aussi. Je me disais que c'était une belle occasion de vous présenter aussi des gens qui ont un parcours d'impact et qui s'y impliquent et qui s'y développent. Un peu comme le disait Liette en intro, bien humblement, je débute mon parcours comme investisseur d'impact. C'est quelque chose que j'avais à cœur personnellement, mais ça m'aura pris un certain temps pour le réconcilier dans mes activités professionnelles, ce qui est en train d'être fait présentement. Je vais laisser mes invités se présenter brièvement. Commencer avec toi, Séverine. Bon matin. Allô, Sylvain. Merci d'être là ce matin. Ben, moi aussi, vraiment. Puis merci à Liette puis à toute l'équipe de Bonjour Startup pour l'organisation de cette semaine-là. J'ai participé aussi aux réflexions l'année dernière qui en sont venues à faire de l'impact un des grands piliers de cette mobilisation-là. Puis je suis vraiment ravie et honorée d'être là ce matin. Merci Séverine. Et tu es accompagnée de Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Donc Chantal, je suis directrice impact et développement durable chez Evol depuis cette année. Donc très fière d'avoir rejoint la grande équipe d'Evol enseignement femmes et ça.
Et j'évolue dans le milieu de l'investissement d'impact depuis 2016 en ayant cofondé un fonds et puis en investissant moi-même auprès de startups qui ont un impact positif sur l'environnement ou la société. Super. Peut-être, Séverine, tu peux nous parler un peu de la mutation, de l'évolution de Femmes et Sœurs en Evol qui s'est passée là, dans les derniers mois. Je serais bien curieux que tu puisses partager ça avec notre auditoire. Ben oui, avec plaisir, Sylvain. En fait, je me suis pas vraiment présentée tout à l'heure, j'ai fait ça vite, mais Séverine Labelle, oui, je suis la PDG d'Evol, anciennement Femmes et Sœurs, que je suis arrivée en fait à la barre de cette belle organisation-là en 2017, alors que l'organisation venait de connaître déjà une grande transformation, donc 18 petites organisations, 17 fonds régionaux et une grande organisation qui ont fusionné ensemble. Puis à l'époque, on lançait le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ, un fonds dédié aux entrepreneurs, aux entreprises à propriété féminine. C'était un fonds de 19 millions à l'époque. Puis si je fais une genèse très, très rapide, en fait, Femmes et Sœurs a existé pendant les 25 dernières années, toujours dans un grand objectif, celui de rendre l'économie plus inclusive, et notamment plus inclusive pour les femmes, de faire en sorte que les femmes, qui constituent quand même la moitié de notre population, prennent pleinement leur place en matière d'entrepreneuriat, participent à créer de la richesse dans notre économie en créant des entreprises, en créant de l'emploi. Et puis, à partir de 2018, on a déjà commencé à réfléchir à quel serait notre prochain fonds, celui après le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ. On s'est vraiment repositionné aussi avec le conseil d'administration, avec l'équipe. On s'est questionné sur nos valeurs. Puis, 2018, Sylvain, tu te souviendras certainement, c'était une grosse année en matière d'environnement. Il y avait les rapports du GIEC qui venaient de tomber. Il y avait les marches environnementales un peu partout. Puis, on s'est vraiment questionné de dire, comme organisation qui finançons des entreprises à travers des prêts, on a une responsabilité. Chaque fois qu'on fait un prêt, on fait un choix d'encourager un type d'entreprise par rapport à un autre. Déjà, on fait un choix dans la bonne direction en faisant la promotion d'une meilleure inclusion, d'une meilleure équité sociale. Mais est-ce qu'on peut faire encore plus en prenant en considération, par exemple, d'autres critères, donc en encourageant particulièrement les entreprises qui ont un impact positif justement sur la société? Et ce qu'on voyait aussi, c'est qu'avec les entrepreneurs avec qui on travaillait sur le terrain, les femmes entrepreneurs notamment, c'est qu'on sentait déjà une certaine maturité du marché, de dire, les entrepreneurs avec qui je parlais souvent me mentionnaient qu'elles étaient parties en affaires dans l'optique d'avoir une contribution positive à leur communauté, en amenant un changement social quelconque ou en réglant certaines problématiques importantes qu'elles avaient vues, que ce soit en termes de santé, d'éducation, d'environnement, de biodiversité, etc. Et on s'est dit comme conseil d'administration, selon nous, je pense que c'est notre devoir comme prêteurs de porter une attention particulière et d'encourager particulièrement les entreprises qui ont un impact positif. Et donc, cette réflexion-là est venue. On s'est vraiment posé la question comment on définit ça. On s'est intéressé aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU et on est allé même plus loin en disant est-ce que d'inclure les femmes, c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la société qui souffrent aussi d'une certaine forme d'exclusion ou du moins qu'on ne voit pas assez dans notre écosystème entrepreneurial. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi décidé d'élargir notre mission, d'élargir l'accès à nos services de financement et d'accompagnement à une plus vaste clientèle, donc d'autres entrepreneurs qui, comme les femmes, n'ont pas encore développé leur plein potentiel et font face à toutes sortes d'obstacles dans notre société, des obstacles similaires à ceux des femmes, donc difficulté d'avoir accès à du financement dans les institutions plus traditionnelles, manque de modèles à qui se référer, besoin de développer un réseau de contacts, besoin de développer certaines compétences ou besoin tout simplement d'être accompagné, rassuré, de se faire donner confiance à travers une course à obstacles qui est où d'emblée, on ne part pas à armes égales, je dirais, là, puis je m'inclus là parce que je suis une femme, mais que les entrepreneurs ne partent pas tous, disons, à armes égales. Alors, voilà comment, finalement, on en est venu, en bout de ligne, à créer la nouvelle enveloppe de financement, une belle enveloppe de 52,5 millions de dollars pour appuyer spécifiquement la création, la croissance, l'acquisition d'entreprises qu'on dit à propriété diversifiée et inclusive, donc qui sont moins détenues à 25% par une
une personne qui s'identifie à un groupe qu'on voit moins dans la société économique et qui démontre au moins la volonté de créer une entreprise qui va avoir un impact positif aligné aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et on a aussi, par le fait même, décidé de changer de nom et on est devenu Evol. Et je vois dans le chat, là, on me demande quelle est la signification de ce changement de nom vers Evol. Donc, Evol, c'est une combinaison entre les mots évolution et envol. Donc, ce qu'on souhaite voir, c'est l'envol d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat qui contribue à notre évolution comme société. Rapidement, c'est ça. Donc, Evol, financer le changement, c'est notre nouvelle promesse. Merci, Séverine. Je me voudrais de ne pas souligner ce matin l'arrivée de plusieurs mairesses au niveau municipal au Québec. On est en plein dans cette évolution-là. On peut dire qu'en 2021, on commence à faire un petit bout de chemin. Donc, je suis très heureux de constater ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une vraie évolution et il y a des gens qui parlent de féminiser le leadership, mais je pense qu'on a des démonstrations assez claires de leadership féminin. Je regardais tout récemment là, les grands fonds institutionnels au Québec. Là, on a une femme à la tête de Fonds d'Action, on a une femme à la tête de FTQ, on a les vice-présidentes de la Caisse de dépôt, à la BDC aussi, on a une femme. Donc, peut-être que 2021, c'est une année, c'est un point tournant. On est dans quelque chose, certainement. Chantal, peut-être on pourrait parler, ça fait plusieurs années que tu fais de l'investissement d'impact. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Qu'est-ce que tu constates justement comme évolution? J'aime bien ce thème là, pour poursuivre notre conversation. Peut-être commencer même par nous expliquer comment toi tu définis l'impact, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau en investissement puis en financement, l'impact. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer à mettre la table avec une définition, une perspective sur qu'est-ce que c'est l'impact. Grande question, mais effectivement, ça fait partie de mon titre. C'est vrai, directrice impact et développement durable. Pour moi, l'impact, c'est vraiment la différence et l'intention de faire une différence. Tout à l'heure, Séverine a parlé de choix. On a le choix quand on a un prêt. L'impact, c'est ça, c'est de décider de faire le choix et de faire le choix pour faire une différence qui soit positive. C'est sûr que dans le développement durable, bien sûr qu'il est là. On a toujours la notion de développement durable dans l'impact social et environnemental qu'on cherche. Mais le développement durable, la notion, c'est plus la préservation, la conservation. On veut que les générations actuelles ne sacrifient pas toutes les ressources dont les générations futures auront besoin pour leurs propres nécessités. Donc, l'impact, lui, est beaucoup plus volontaire, actif. Et donc, quand on parle d'investissement d'impact, c'est ça, c'est par rapport à la finance durable et tout le continuum. L'investissement d'impact, ça va être de choisir les startups qui ont un impact clair, positif, mesurable, imputable, pour apporter une contribution positive à la société et l'environnement. Oui, Liette le mentionnait tantôt et pour parler à d'autres de mes amis là, qui sont dans le mouvement des accélérateurs, là, la main. Le mouvement des accélérateurs, faut que j'arrête de dire la main, semble-t-il. Je vous expliquerai un jour d'où ça vient, ce nom-là, mais pas aujourd'hui. Mais là, on se donne la main. On parle du mouvement des accélérateurs, puis il me disait qu'une grande partie, beaucoup plus que ce qu'auraient pensé des compagnies des entrepreneurs qui vont déposer des dossiers de financement ont des intentions d'impact. Ça, je pense que c'est une super nouvelle de dire les intentions d'impact, elles sont représentées, elles existent. Mais ensuite, moi, ce que j'ai constaté dans la dernière année, c'est que les moyens pour y arriver ne sont pas tout à fait au même niveau que les intentions des entrepreneurs. Fait que là, on a peut-être un enjeu, un glissement, peut-être qu'il y a du rattrapage à faire, mais c'est clairement quelque chose que j'ai observé et une partie de ce qui a motivé mon choix, c'est de parler avec des entrepreneurs et avec d'autres gens en finance, de dire, OK, entre les intentions et les moyens pour y arriver, qu'on a une bonne volonté, puis je pense qu'on a un bon consensus socio-économique autour de ça, de dire l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, ce sont des vecteurs de changement. On peut faire arriver du changement social, puis du progrès environnemental, ou de la réparation même, au travers de l'entrepreneuriat. Ça aussi, je dirais que c'est culturellement nouveau. C'est-à-dire que si on recule de quelques décennies au Québec, on était plus dans l'économie sociale,
par le biais d'organismes à but non lucratif. Et une chance qu'ils sont là parce qu'ils ont fait un travail fantastique. Et moi, je ne vois pas ça en opposition, je vois plutôt ça en complément. Je dis pourquoi on ne pourrait pas rajouter aussi, en plus de tout ça, l'apport des entrepreneurs. Pour moi, c'est la source d'énergie renouvelable la plus fantastique. Les entrepreneurs que je connaisse, ils ont de la drive, les moyens sont inventifs, créatifs. Et donc, toute cette créativité-là, de la mettre au service de l'impact social, de l'impact environnemental et l'impact économique aussi. Parce que quand on crée des compagnies avec ces valeurs-là, on crée des emplois aussi qui deviennent sous ce parapluie, sous ce cadre-là de l'impact. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Tu peux peut-être en parler un peu de ça. Oui, vas-y, je te laisse aller. Après ça, je vais préparer la prochaine. Oui, c'est ça. Et puis, on ne s'inscrit pas dans une hyper-croissance. Ce n'est pas de la création d'emplois à tout prix ou de l'économie à tout prix. C'est vraiment la perspective d'emplois durables, de qualité. Donc, avec un impact social derrière le développement des compétences, le développement de la résilience. On l'a vu avec la pandémie qu'on a vécue. Et j'ai rajouté, oui, il y a aussi on voit l'évolution, c'est-à-dire que les entrepreneurs sont là, mais aussi le système financier, l'écosystème financier est prêt. Donc, il faut que les petites et moyennes entreprises, les startups, les petites et moyennes entreprises soient prêtes aussi à saisir les opportunités parce que ça s'en vient, on le lit, on le voit. Ça devient de plus en plus mainstream, si vous me permettez l'anglicisme. J'allais rebondir aussi sur un élément que tu as dit, Sylvain, tout à l'heure. Tu disais que tu observé sur le terrain que l'intention était là chez un grand nombre d'entrepreneurs, mais que parfois les moyens le sont moins. Puis c'est dans ce contexte-là aussi chez Evol où on a décidé de tabler un peu sur l'expertise en accompagnement qu'on a développée à travers le temps. Chez Evol, dans le fond, un prêt vient toujours avec un accompagnement soutenu, personnalisé en fonction des objectifs poursuivis par les entrepreneurs. Puis on monte avec ces entrepreneurs-là des plans d'intervention qui incluent aussi d'autres ressources, donc des experts qu'on met autour de cet entrepreneur pour que justement ils aient ou elles aient les moyens d'atteindre leurs objectifs. Par le passé, c'était des objectifs plus de rentabilité, de création d'emplois. Ces objectifs-là demeurent, mais on ajoute à ça les objectifs d'impact. Et un peu comme toi, Sylvain, nous aussi, on débute là, dans ce créneau-là de l'impact. On n'est pas des experts. Par contre, ce à quoi on est bon, c'est de bien s'entourer, puis de bien cibler avec les entrepreneurs leurs besoins, puis d'être capable de dire, bon, ben, OK, pour tel objectif, il y a telle personne dans le réseau qui va pouvoir t'aider. On peut travailler avec l'Esplanade, on peut travailler avec tel autre partenaire. La Ville de Montréal offre un parcours, etc. Donc, de s'assurer que les entrepreneurs vont chercher tout ce qui est disponible dans l'écosystème pour l'aider à atteindre leurs objectifs. Puis nous, on est un peu comme des coachs. Hein? À tous les 3 mois, on suit, bon, t'es rendu dans ton plan d'action, qu'est-ce qui te manque, comment on peut t'aider. Les états financiers montrent tel aspect, on peut peut-être travailler là-dessus. Et je pense que cet accompagnement-là peut certainement aider justement le passage à l'action entre l'intention et d'aller vers l'action. Oui, c'était clairement, c'était ressorti clairement il y a 2 ans là, avec les gens de la Maison d'innovation sociale, Second News, et Real Ventures et la Fondation McDonald. On avait fait un laboratoire sur l'économie du futur, justement, où on parlait aux entrepreneurs, comprendre leurs besoins, et puis ces phases de démarrage, là, les premiers dollars, mais aussi les premiers conseils sont vraiment clés pour pouvoir partir la chaîne. On a l'impression des fois qu'il y a beaucoup plus d'argent plus tard dans le cycle, mais que pour partir la machine, les premières étincelles, c'est difficile à démarrer son moteur électrique, là, pour rester dans les métaphores vertes. Mais cette idée-là de dire, c'est pas juste une question d'argent. Ça, on le voit aussi avec les anges investisseurs. Qui amènent pas qu'une question de sous, mais des réseaux, des conseils, de la perspective. Et puis, ben, c'est toujours plus pertinent. On peut faire ses propres erreurs, des fois, il faut apprendre de ses propres erreurs, mais on peut apprendre aussi des erreurs des autres. Pas toutes les faire soi-même les erreurs. Si on va aller un peu plus vite, puis c'est un peu moins pénible de le faire comme ça. Je pense aussi l'idée de dire que on peut le faire collectivement. Moi, je prenais ça pour acquis, la collaboration dans les écosystèmes de start-up. C'est pas le cas. Je pense que c'est une culture qui a une approche qui est particulière ici au Québec. Donc, on doit en profiter, on doit le faire. Et le faire, je pense, dans une combinaison d'espoir, c'est comme très subjectif, mais aussi d'être très pragmatique, d'être
très organisé dans ça. Moi, je pense qu'il y a une intersection là, qui est vraiment fun à voir, c'est de dire, faut oublier nos grands principes, il faut se permettre de rêver et d'espérer mieux, mais aussi il faut se mesurer, puis il faut se cadrer, puis il faut le faire de façon sérieuse. Fait que ce double enjeu-là, je pense, pour les entrepreneurs, de se décider d'avoir des principes d'impact qui sont alignés sur notre modèle d'affaires. C'est quelque chose que j'ai appris en discutant avec des entrepreneurs, notamment Emmanuel de l'initiative Oxia, qui me disait, si ton impact n'est pas aligné sur ton modèle d'affaires, à un moment donné, tu vas perdre ton impact parce que c'est l'argent qui va prendre le devant. Peut-être encore plus, si tu prends plus d'argent dans ta compagnie, puis tu as plus de conseil d'administration. Donc, il y a une notion quand même de bien définir nos objectifs, notre raison d'être. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ça parce que c'est une des chances qu'on a au tout début du parcours, c'est qu'on peut plus facilement mettre en place peut-être notre étoile du Nord là, ou les principes qui vont nous guider. Mais vraiment, Sylvain, puis tu sais, dans notre cas à nous, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, puis pourtant, ça a vraiment été notre étoile du Nord en 2018, quand on a eu ces réflexions-là, on a revu notre raison d'être au départ, qui était de faire en sorte qu'il y ait de plus d'entreprises à propriété féminine possible au Québec, à finalement aller vers, ben non, ce qu'on veut vraiment, c'est de donner aux entrepreneurs les moyens de contribuer à un monde meilleur, puis par monde meilleur, ben on pense justement à un monde où il y a moins de pauvreté, où justement on a un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès aux soins de santé, etc. Donc, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et dans les moments où ça peut être challengeant, parce qu'avoir de l'impact, ou vouloir avoir de l'impact, c'est pas... ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça demande des réflexions, ça demande de réfléchir autrement, ça demande de revoir la façon dont on livre nos services. Ça appelle différentes notions de responsabilité aussi. C'est bon d'avoir cette étoile du Nord-là. Puis là où je te rejoins, Sylvain, c'est que n'importe quelle entreprise ou même un entrepreneur seul peut se définir une raison d'être, puis ça crée du sens. Puis pour même attirer des travailleurs de talent aujourd'hui, puis on sait à quel point c'est pas facile, puis particulièrement pour les PME qui n'ont pas toujours les moyens financiers de payer les mêmes salaires que les grandes entreprises et tout ça, mais on sait que la nouvelle génération d'affaires, puis même, j'ai envie de dire, même la moins nouvelle, parce que beaucoup de gens qui viennent travailler chez Vol ou autour de moi qui cherchent à travailler pour une entreprise qui fait du sens. Puis que oui, qu'il y a un environnement financier intéressant, mais qui aussi, tu te lèves le matin puis tu sais pourquoi tu te lèves. Tu sais que tu apportes une utilité, tu apportes une contribution positive. Et ça amène vraiment une belle drive. Puis ça fait en sorte que dans les moments plus difficiles ou autres, bien, on a toujours cette étoile du Nord-là qui nous guide, puis on se rappelle de pourquoi on fait les choses. Et par rapport à l'étoile du Nord, c'est vraiment ce qui te motive, c'est ton but. Et après, tu peux la décliner en mission, vision, valeur. Et pourquoi j'amène ça, c'est important aussi, même si on est drivé, on est mobilisé, on est motivé par une étoile du Nord ou l'envie de contribuer positivement. Il faut regarder à ne pas avoir des effets secondaires négatifs dans l'aventure. Et si on encadre ça dans un vrai exercice derrière de mission, vision, valeur, vous allez voir grâce à des cadres, Sylvain, tu utilises aussi le Impact Gap Canvas, tu vas vérifier que, tu fais pas du mal à un ODD en voulant agir sur un autre, un objectif du développement durable en voulant agir sur un autre, ou que tu réinventes pas la roue, que ton impact va être vraiment positif, va vraiment faire une différence parce que il y en a pas d'autres solutions existantes aux problèmes auxquels tu t'attaques. Ou toi, ton innovation, elle est vraiment là, elle répond, ta proposition de valeur est unique et tu vas faire la différence. Oui. Ces considérations-là d'externalité, tout ce qui est extra-financier dans les systèmes d'investissement et de finance, on est un peu, il y avait ces œillères-là de dire qu'il n'y a que l'argent qui compte, il n'y a que le retour aux investisseurs. On sait tous que c'est pas vrai, mais ça a été institutionnalisé et c'est en train de changer. Moi, j'ai tellement content quand j'ai vu cette année, Finance Montréal avait fait de son plan pour les 10 prochaines années de devenir la capitale de l'investissement responsable, de la finance durable à Montréal. On a eu la nouvelle la semaine dernière que l'Organisation internationale qui gère les standards pour le reporting, pour les déclarations de développement durable dans les grandes entreprises, va s'installer à Montréal. Donc, siège social à Francfort et à Montréal. C'est une superbe nouvelle.
Fait qu'on voit que ce cadre-là, à tous les stades, je dirais, des entreprises est en train de se mettre en place. Ça me fait penser à deux choses. Premièrement, c'est encore difficile pour les startups, pour les PME qui commencent, de se cadrer. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de la certification B Corp, parce que les entrepreneurs auxquels j'ai parlé qui ont pensé faire ce processus, il y a un processus officiel, mais il y a aussi un processus qui va nous préparer à ce genre de certification-là. On tous dit que c'était très riche et que ça avait des réflexions pour eux, et que c'est pas facile, c'est assez complexe quand même. Je ne sais pas si vous avez des perspectives là-dessus ou un avis à partager avec notre auditoire. Oui, il y a ça, et puis il y a le magasinage des certifications entre B Corp, EcoVadis, la certification d'Ecocer. Donc, mais ce qui est bien avec B Corp, c'est que ils ont un questionnaire, le B Impact Assessment, qui est en ligne, qui est gratuit, qui est itératif, donc qui va être vraiment adapté à votre industrie. Et ça permet de savoir la fameuse hauteur de la marche. Vous savez, quand on arrive, on dit, OK, il y a deux questions, c'est combien coûte la vertu et je commence par où. Puis donc, du coup, c'est ça, là, ce que j'illustre par la hauteur de la marche. Le BIA donne une première indication parce que vous allez pouvoir vous comparer avec les autres dans votre benchmark dans l'industrie. Donc, il y a vraiment ça, un 360, c'est une certification qui est sur l'entreprise elle-même, donc votre projet entrepreneurial ou votre entreprise. C'est pas sur le produit ou le service comme d'autres certifications. Et ça va vraiment, c'est des QCM aussi, donc vous allez avoir plusieurs choix. Vous voyez, OK, qu'est-ce que ça veut dire la diversité et l'inclusion dans mon entreprise? OK, au niveau du CA, au niveau du management, au niveau des employés, des fournisseurs aussi. Est-ce que j'ai des fournisseurs à propriété diversifiée? Ça va vraiment très, très loin. Oui. Et il y a 200, vous pouvez avoir 200 points. Il en faut 80 pour avoir la certification. Et une entreprise classique, conventionnelle, elle va en avoir plutôt 50. Donc, faut pas, quand tu dis B Corp, c'est compliqué, etc., c'est sûr que personne n'a 200 points. Il faut pas essayer de répondre à toutes les questions et à performer sur tout. B Corp est dans cet esprit de favoriser ou d'encourager les leaders du changement, les acteurs de changement. Donc, va tout mettre sur… Vous pouvez atteindre il y a la possibilité d'avoir des points sur plein de choses différentes. Mais vous pouvez vous comparer et viser les 80. C'est déjà un beau défi. Puis tu vois, j'ai envie de parler rapidement d'une entrepreneur qu'on suit puis qu'on a financée et qu'on a accompagnée pendant plusieurs années, que vous connaissez peut-être, Céline Jupeau, de l'entreprise Cotmo, qui était au départ une toute petite entreprise. Puis je me souviens elle avait à peine 4 employés, qu'elle était déjà B Corp. Donc, c'est accessible, cette certification-là, même des toutes petites entreprises. Puis pour elle, ça le fait vraiment partie de son modèle d'affaires. Il faut dire qu'elle a créé son entreprise dans le but d'améliorer la consommation responsable, notamment d'objets promotionnels. Vous savez à quel point c'est un milieu qui peut générer du déchet, tout ce qui est les objets promotionnels, puis à quel point aussi souvent c'est fabriqué dans des conditions à l'étranger, dans des conditions atroces pour certaines personnes ou même avec des enfants. Donc, elle a vraiment créé cette entreprise-là dans le but de transformer ça, puis de proposer aux grandes entreprises des avenues plus éco-responsables et plus socialement responsables. Mais même toute petite, déjà, elle est allée se coller au B Corp, puis elle en parle souvent avec beaucoup d'ouverture de dire à quel point, justement, ça l'a guidé dans son cheminement. Puis là, je vois un commentaire comme quoi Cotmo va être des nôtres jeudi midi. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous avez la chance d'aller entendre Céline Jupeau, elle est vraiment, vraiment inspirante comme entrepreneur. Oui, puis c'est un autre exemple intéressant de souvent les plus petites entreprises peuvent être des inspirations pour les plus grandes. On voit que, par exemple, en tourisme ou dans l'organisation d'événements, les considérations de développement durable sont de plus en plus importantes. Justement, les événements éco-responsables, il y a un engagement des gens en tourisme au Québec d'aller dans cette direction-là aussi. Je pense qu'il faut saluer ces initiatives-là. La contrepartie, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je vous le dis parce que c'est quand même un risque quand on parle d'impact, quand on parle de développement durable, quand on parle d'implication des compagnies. Un des risques, c'est l'éco-blanchiment, comme on
dit en français. Donc de se donner plus de vertu en relations publiques que vraiment transformer ses opérations à terme. Il faut être vigilant. Donc, je pense qu'il y a un appel aussi à dire de le faire de façon rigoureuse. Pour moi, les données extra-financières et les externalités, ça devrait être à terme géré et suivi de la même façon que les données comptables, que ce soit aussi rigoureux, que ce soit auditable, que quelqu'un d'autre soit capable de reproduire les mêmes résultats qu'une consultante ou qu'un consultant qui aurait fait l'analyse. Ça, je pense que c'est un défi qui est devant nous, de dire il faut s'assurer qu'on mette ça en place. Je pense que pour les grandes entreprises publiques, on a tout le cadre ESG qui est en évolution, qui a des définitions. Et pour les entreprises en démarrage, on n'a pas tant d'outils que ça encore. Et un des défis que moi j'observe, c'est que c'est un potentiel futur. Donc, c'est des promesses d'impact. Et puis, moi, la façon que je le vois, c'est de dire, c'est un peu comme les modèles d'affaires. Quand je fais avec des entrepreneurs pour monter un modèle d'affaires, on a nos hypothèses. Quelles sont les hypothèses? Et pas tant le fichier Excel que je veux voir avec tous les chiffres dedans, c'est qu'est-ce qui arrive si on change les leviers des hypothèses. Je pense que pour l'impact, c'est un peu la même chose. C'est quoi nos hypothèses? Puis en conversation avec des gestionnaires d'impact, notamment là, le fonds Amplify qui est à Toronto, dans mes recherches, je parlais avec des gestionnaires de fonds qui me disaient, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des outputs. Donc, est-ce qu'il y a des chiffres ou des métriques, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut compter? C'est pas dans le fait de les compter qu'on a nécessairement d'impact, mais ce sont des indicateurs. Et avec ces outputs-là, est-ce qu'on est capable de voir des outcomes, donc des choses qui se réalisent, par exemple en termes d'accès à la santé ou d'heures de tutorat pour des élèves en difficulté? On peut certainement compter qu'il y a plus d'heures de disponibles, qu'elles sont plus accessibles, qu'elles sont gratuites ou qu'elles coûtent moins cher. Fait que ça peut nous aider à compter. Ça ne nous aide pas à dire est-ce qu'on a réglé ce problème-là en éducation, mais ça peut nous aider à dire qu'on progresse dans la bonne direction. Ça, je pense que comme écosystème, entre nous, là, c'est un des défis qu'on a cette année, puis profitons de notre esprit de collaboration pour les définir, ces mesures-là, puis de les faire ensemble, puis pas juste de les faire dans notre petit local, parce qu'il y a un grand intérêt. Moi, j'ai été sur quelques conférences aussi plus pan-canadiennes, sur la côte ouest, en fait, de la côte ouest à la côte est, d'un océan à l'autre, de ce cas-ci. Il y a vraiment aussi une pratique qui est en train de se développer et des spécialisations. En impact environnemental, il y a des spécialisations qui sont en train de se faire dans la santé, dans l'éducation. Il ne faut pas se priver de ce qui se fait ailleurs. On a une chance d'être des leaders à l'international avec la pratique qu'on développe ici, mais aussi d'apprendre des autres et de se mettre en lien avec ce qui se fait mieux ailleurs. Puis de se donner les moyens de nos ambitions. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas assez de financement pour les entrepreneurs d'impact. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous avez une nouvelle enveloppe, c'est pas de la compétition s'il y a d'autres fonds pour les entrepreneurs d'impact. C'est quoi nos prochains défis, selon vous? Qu'est-ce qui est devant nous? Y a-t-il des obstacles, des enjeux? Puis après ça, je pense que je vais passer aux questions du public. Vas-y, Chantal. Tu en as nommé un, clairement, c'est Sylvain, c'est l'absence d'un langage commun. Donc oui, on va se mettre à la tâche là pour au moins en créer. Et contre l'éco-blanchiment, oui, tu as donné des solutions. Il y a aussi celle de vraiment, tout à l'heure, je disais la mesure et l'imputabilité d'être sérieux avec ça. Les certifications, c'est un bon moyen aussi de dire, il y a une tierce partie qui fait l'audit, qui regarde tout ça et aussi si tu as carbon footprint ou d'autres des analyses de cycle de vie, des mesures vraiment scope 1, 2, 3, mais qui permettent de dire, OK, là, j'ai vraiment fait un bilan global de mon empreinte ou de mon impact voulu désiré. Donc, la mesure, ça va être nécessaire pour l'éco-blanchiment. Et c'est vraiment ça. Après, il y a l'enjeu de liquidité du démarrage. C'est sûr qu'on va être là pour y remédier. Il y aura d'autres acteurs pour ça. Je dirais aussi l'enjeu de l'effet mode. Dire que on va, du coup, moi, je l'ai vu en investissement d'impact quand on se disait impact first. Du coup, des entrepreneurs peuvent se dire impact pour trouver une manière ou d'avoir le mot comme avant, c'était intelligence artificielle. Là, il fallait que ça soit placé partout. Pareil, impact peut avoir cet effet impact washing.
Et là, ça va être de vraiment, nous, les acteurs du financement, de l'investissement, de demander des comptes, de l'intégrer dans des redditions de comptes vraiment claires. Et à ce moment-là, on pourra ne pas faire souffrir les vrais entrepreneurs d'impact par d'autres qui veulent juste saisir les opportunités. J'ajouterais peut-être à un niveau plus macro. Tu sais, on a beaucoup parlé justement des défis là, pour les entrepreneurs qui veulent s'inscrire à travers ça. Mais si je regarde un plus grand spectre, tu sais, 2030, c'est demain matin. Je pense que, tu sais, Femmes et Sœurs est devenue Évol devant l'urgence d'agir, puis devant la nécessité de ne pas repousser à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire de repenser notre économie différemment, puis repenser nos modèles d'affaires différemment pour être en mesure de léguer à nos générations futures une société, puis une économie qui est encore viable. Mais pour y arriver, puis tu en as glissé un mot tout à l'heure, Sylvain, tu sais, c'est pas Évol seul qui va y arriver, puis c'est pas Objectif 13 seul qui va y arriver. C'est vraiment tout un écosystème qui va se mettre en place, qui va collaborer efficacement. Puis les collaborations efficaces, c'est toujours un défi. Ça prend une volonté politique aussi. Puis je pense que ça travaille. On le voit de plus en plus dans les mots de nos leaders politiques. Mais tu sais, le grand défi, ça va être d'arriver à faire ce grand pivot économique-là de façon rapide. Oui. Puis pour y arriver, selon moi, tu sais, puis on n'en a pas parlé encore, mais j'en ai glissé un mot dans notre raison d'être aussi, c'est qu'il faut que tous les pans de la population se retrouvent là-dedans. On ne peut pas se permettre d'avoir des grandes ambitions, de répondre aux grands enjeux mondiaux avec juste un pan de la population. Il faut que l'ensemble des groupes se retrouvent et puissent contribuer à la hauteur de leur plein potentiel. Et donc, évidemment, que les femmes prennent leur place. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, on les voit de plus en plus prendre leur place, mais qu'aussi d'autres groupes qu'on voit moins prennent plus de place. Puis, tu sais, on s'intéresse particulièrement aux personnes racisées, aux personnes autochtones, aux personnes immigrantes qui arrivent au Québec avec déjà des idées, une volonté encore plus grande à se lancer en affaires. Il faut s'assurer de cultiver ce potentiel-là puis de l'amener à un autre niveau. Les communautés LGBT, les personnes handicapées, ce sont tous des groupes qu'on voit moins dans notre économie et qui pourtant ont toute une richesse à apporter. Puis j'ai vraiment le sentiment que pour atteindre ces grands objectifs-là communs qu'on a, il faut s'assurer de laisser de la place, d'encourager l'ensemble de notre pluralité s'exprimer finalement, puis prendre sa place dans notre économie. Oui, oui. Non, puis c'est ça. Le chandail que je porte aujourd'hui, c'était mon chandail Twitter de la parade de la fierté de San Francisco. C'était fantastique parce que à San Francisco, comme à Montréal, quand j'étais là-bas, le Pride Parade, c'est la parade de tout le monde. C'est la parade de toute la ville qui est fière. Puis ça, on le voit aussi à Montréal, mais il faut se rappeler que c'est loin d'être le cas partout. Et donc, il faut savoir être des alliés. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Un des mots que j'ai appris dans un autre type d'allié, j'ai appris cette année que j'étais un allochtone. Et donc, je peux être un allié des Autochtones, mais je dois être surtout à l'écoute en premier, avant d'arriver avec toutes les solutions. Parce que moi, des fois, là, mon défaut, je suis solutionniste. Là. Quand je m'écoute moi-même, je dis « arrête de parler ». J'arrêterai pas de parler parce qu'on est juste trois à jaser, mais je vais vous écouter avec vos questions, par exemple. C'est une façon de faire le pivot vers les questions. Est-ce que vous avez des questions pour nous sur le financement, sur l'investissement ou sur l'accompagnement des entrepreneurs au sens très large? C'est un métier qu'on pratique tous les trois depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui nous passionne. Donc, je fais appel à vos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, une question que vous n'avez jamais osé poser? Tiens, j'en ai une première, c'est Floréal qui nous pose ça. Il nous demande, étant immigré français, je suis d'accord sur le fait que Montréal est un pays plus avancé. Et c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pas une question, c'est une affirmation, Floréal, que tu nous fais. Merci. Merci de confirmer avec ta paire de yeux que le milieu entrepreneurial est incroyable ici. Je pense que un des éléments aussi, c'est qu'on a fait la paix, je ne sais pas si c'est générationnel ou culturel, mais il y a peut-être quelques décennies d'être entrepreneur, c'était pas un choix de carrière, vraiment. On était aux études ou si on posait des questions sur notre parcours.
moi, je me souviens d'avoir été dans une classe d'étudiants et d'étudiantes en informatique là, dans une université à Montréal. Il y a 50 personnes. Il y a combien qui sont des entrepreneurs? Et si on avait 3, 4, 5 000 qui s'élevaient il y a 10-15 ans, là, c'était beaucoup. Le même type de classe à Stanford, en Californie, quand on demandait combien il y avait d'entrepreneurs dans une classe de 50. Je pense qu'il y avait 52 même, parce qu'il y en avait qui avaient 2 business en plus. C'était aspirationnel aussi. Puis, je me souviens de conversations qu'on a eues dans des Startup Fest avec des entrepreneurs ou des consultations qu'on a eues où il y avait beaucoup de critiques sur le modèle du capital de risque. Puis à l'époque, moi, j'étais dedans, je suis encore dedans. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de faire de l'introspection puis de le regarder bien humblement. Il y a des défauts à tous les systèmes. Il y a des avantages, il faut les comprendre. Je pense qu'il faut faire ça sobrement et humblement. Je pense pas qu'on va aider l'humanité en arrivant à toutes les réponses. Je pense que la solution va arriver dans le D de JEDI ou de EDI, là, tu sais, justice, équité, diversité, inclusion. C'est vrai, on a beaucoup parlé de l'équité en disant il faut que chacun ait sa place et qu'on rééquilibre tout ça. Et puis, il y a la diversité, c'est-à-dire que si dans nos places de financement, dans nos groupes d'anges investisseurs, il y a les groupes qui sont représentés, qui sont là, qui sont présents, ça va changer la donne. Et la diversité est une richesse, là, c'est plus une question, tout le monde maintenant est en accord pour dire que ça apporte une richesse du point de vue économique et social. Oui, tout à fait. Je pense que on doit aussi faire, je parle d'introspection, mais on doit aussi faire une revue diligente des gens avec qui on travaille. Je fais du pouce sur la question qui est posée ici, là, sur comment s'assurer qu'un investisseur va prioriser l'impact social qui fait partie de notre modèle d'affaires versus le gain à tout prix. Posez ces questions-là à vos investisseurs, à vos financiers. Eux aussi ont des modèles d'affaires, eux aussi ont des pratiques. Comment ça s'inscrit dans leurs opérations? Comment est-ce qu'ils vont prendre des décisions dans leur cadre décisionnel? Comment est-ce qu'ils évaluent l'impact ou pas pour prendre une décision, pour offrir un financement ou retirer ou changer les conditions? Ça, c'est des questions que vous pouvez tout à fait poser légitimement. Moi-même, je les ai posées à mes investisseurs pour mon prochain fonds. J'étais un peu déçu par contre, mais j'ai demandé qu'est-ce qui est prêt à faire moins d'argent? Êtes-vous prêt à faire moins d'argent pour faire plus d'impact? J'ai pas eu beaucoup de oui à cette question à date. Je continue de la poser pour trouver avec qui je veux travailler. Je n'ai pas dit faire pas d'argent. J'ai dit faire un peu moins d'argent pour faire plus d'impact. Beaucoup plus d'impact. Une question, Floréal nous demande comment mettre en avant la diversité et l'inclusion lorsque les premiers mois sont souvent gérés par un seul entrepreneur? Bonne question. Des pistes de réponse. Est-ce que vous regardez après le groupe, l'équipe, alors qu'en fait, la diversité et l'inclusion, c'est dans tout l'écosystème. Ça va être vos fournisseurs, vos clients, vos intermédiaires, et le comité aviseur, le conseil d'administration. Entourez-vous de bonnes personnes, même s'ils ne font pas encore partie de votre équipe exécutive, de votre équipe d'entrepreneurs. Ils sont là. Définitivement. Puis, tu sais, même, c'est un défi quand on est seul. J'ai envie de dire, c'en est un aussi quand on ne l'est pas. Parce que parfois, quand on prend conscience de l'importance de s'entourer de gens diversifiés, on regarde autour de nous puis on réalise que, oups, notre équipe est pas mal homogène. Puis, tu sais, force est de constater qu'au moment de commencer à prendre ce virage-là, c'était un des constats que je faisais chez Femmes et Sœurs à l'époque. On était... il y avait 2 hommes dans l'équipe, tout le reste était des femmes, blanches en grande majorité. Puis, tu sais, oui, on était diversifiés en termes régionaux parce qu'on avait des bureaux partout au Québec dans les 17 régions, mais notre équipe n'était pas très, très diversifiée. Puis, à partir du moment où on s'est dit, si on veut desservir adéquatement une clientèle diversifiée, je pense qu'il faut d'abord et avant tout se changer nous-mêmes, ou en tout cas nous diversifier nous-mêmes. Mais ça apporte aussi un défi parce qu'on ne veut pas mettre nécessairement des gens à la porte pour faire de la place. Donc, ça amène toutes sortes de réflexions, ça amène toutes sortes tu sais, il y a aussi des fois des craintes à aborder. Et heureusement mais à partir du moment où on se fixe des objectifs, on dirait que la voie s'ouvre. Puis dans notre cas, oui, on a eu des belles occasions de croissance qui a fait en sorte que on a pu ouvrir des nouveaux postes, puis on s'est fixé l'objectif de justement profiter de l'ouverture de ces nouveaux postes-là pour aller chercher plus d'hommes, pour aller chercher plus de gens
qui s'identifient à différents groupes, notamment ceux des nouvelles clientèles qu'on veut desservir. Et puis, c'est fou, tu sais, en peu de temps, finalement, ben, notre organisation a vraiment changé de visage. Puis, tu sais, 26% de notre équipe sur le terrain, maintenant, s'identifie à une des clientèles qu'on dessert. On n'a pas encore atteint notre objectif d'avoir au moins 30%, mais on est en voie de. 12% de nos postes sont occupés par des hommes. Ça aussi, c'est nouveau. Bon, il faut dire que de s'appeler Vol, ça nous aide un peu quand même, parce qu'on ne veut pas avec un nom comme Femme et Sœur, c'est sûr qu'on attirait plus de candidatures féminines. Mais c'est un challenge pour les entrepreneurs seuls. C'est un challenge pour les entrepreneurs en groupe aussi. Mais c'est un challenge qui vaut la peine d'être adressé, puis qui apporte tellement de richesse. Puis je le vois là, au quotidien, ce que nos nouvelles personnes apportent, puis la vision différente qu'elles apportent. C'est important de voir les angles morts quand on est entrepreneur, puis d'avoir une équipe diversifiée nous aide à voir ces angles morts-là. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est de prendre le temps d'être conscient, d'être consciente de nos forces, de nos faiblesses, de nos perspectives, de ce qu'on amène nous-mêmes dans notre entreprise, mais de ce qui nous manque. Donc, de vraiment de se poser des questions par rapport à être complètement bien développé. J'ajouterais que c'est beaucoup trop difficile d'entrepreneuriat pour le faire tout seul. Donc, si vous êtes seul, une de vos premières missions, c'est de trouver des gens pour le faire avec vous. C'est beaucoup plus agréable de toute façon. Et puis, ça nous apprend aussi à développer le bon rapport, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui va avoir du succès en autarcie. C'est des partenariats, c'est de développer des clientèles, et comme on dit tantôt, c'est d'engager des employés. Donc, votre rapport à l'extérieur de votre entreprise est tellement plus important que ce qui se passe dedans. Bien qu'il ne faut pas négliger sa propre santé, sa propre hygiène de compagnie, mais ce n'est qu'une partie de ce qui fait que vous allez bien vous développer. Je reviens à ce que disait Chantal aussi tantôt. Si on veut développer des entreprises qui sont elles-mêmes durables et pérennes sur le long terme, donc pas des trucs qu'on va commencer et rapidement fermer, il faut être capable aussi de s'entourer. Qu'on ne sera pas capable de porter ça sur un si long terme. Et puis, je pense que les bonnes transitions sont aussi importantes. C'est important de bien commencer, mais c'est important de faire des bonnes transitions. Je me souviens d'une étape dans ma propre entreprise où je me suis dit, je pense que je ne suis plus la bonne personne pour ce rôle-là. Ça m'a fait de quoi? Parce que c'était mon identité aussi, d'être capable d'admettre que je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ça. Si ce poste-là est affiché, je n'appliquerai pas à ce poste-là. Puis, le deuxième soulier qui est tombé, la contrepartie pour moi, c'est je pense que si j'appliquais, je ne m'engagerais pas non plus. Fait que moment de réalité, ça va ouvrir plein d'autres portes après. Cette capacité-là, je pense, comme entrepreneur aussi d'évoluer, elle est super importante. De bien être accompagné, de bien évoluer. On arrive vers la fin. Et juste si je peux me permettre de dire, à ce moment-là, vérifiez bien que l'impact est au cœur du modèle d'affaires. Parce que pour avoir vu accompagner des startups qui commençaient à 1 et puis qui passaient levée de fonds 1, 2, 3, si vraiment votre étoile du Nord, c'est l'impact, mettez-le dans la raison d'être, mettez-le dans les statuts. C'est là que Bicorp est une solution aussi, afin que, vous pouvez vous désengager ou prendre plus de recul, ou etc. Mais votre bébé, là, le projet entrepreneurial que vous avez mis sur les rails, il va avoir un impact positif sur la société. Vous aurez fait une différence. Oui, c'est dans l'ADN. Ça ne se changera pas comme ça, oui, tout à fait. Puis, je pense que c'est un bon conseil pour les entrepreneurs, mais pour aussi les organisations qui accompagnent les entrepreneurs, dans la mesure où c'est dans votre mission. Comment est-ce que c'est dans vos opérations? Moi, j'ai travaillé sur comment est-ce que je prends une décision d'investissement de manière différente quand je considère l'impact environnemental dans mon cas. Et donc, à 2 dossiers équivalents sur le potentiel financier, comment je vais faire pour m'assurer pour prendre celui qui a plus d'impact? Ce pas des questions faciles aujourd'hui, mais c'est possible. C'est pas impossible. C'est un peu comme le processus de Bicorp. C'est demandant, mais il faut cette rigueur-là aussi, je pense. Il faut se demander cette rigueur-là. Puis pour moi, c'est un peu, je dirais pas l'antidote, mais le complément nécessaire au rêve et à l'espoir, c'est la rigueur aussi. C'est d'être tout autant rêveur et rigoureux.
peut-être que là, il y a quelque chose à développer comme thématique avec vous tous et vous toutes. Mais je pense aussi que, comme, tu sais, on conseille souvent aux entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires de se lancer dans quand même quelque chose qui les passionne, mais je pense qu'il faut être passionné par l'impact qu'on va avoir aussi. Puis que ça nous réveille, puis que ça nous, tu sais, que vraiment, ça nous alimente, puis pas juste se dire, ben je vais avoir tel impact parce que je veux avoir un impact, mais tu sais, si tu vas avoir un impact sur l'assainissement des eaux, mais que ça t'intéresse pas vraiment, que toi, tu tripes sur ce qui est la sécurité alimentaire, ben il y a peut-être c'est ça, un questionnement à y avoir là-dessus parce que c'est un parcours qui est exigeant. Puis, ben, pour passer à travers ça, je pense qu'il faut vraiment être passionné par notre sujet d'entreprise puis par notre sujet d'impact aussi. Oui. Et l'encadrer dans des projections financières. Moi, souvent, les passionnés, les vrais passionnés, ils disent « Ah, j'en veux pas de tes projections financières, tes tableaux Excel ou autres. » Et de toute façon, on ne les suivra pas. Je dis oui, mais en fait, voyez la viabilité financière de votre projet entrepreneurial comme une garantie de la pérennité de l'impact. Et nous, donc, effectivement, à deux projets identiques, on allait choisir celui qui avait plus d'impact, mais à deux projets d'impact équivalents, on allait voir celui où nous, on allait avoir le plus grand impact. Et donc, la viabilité financière, c'est ça, c'est la pérennité de l'impact. Donc, c'est comment votre impact va pouvoir vraiment avoir perdurer et avoir une grande... Oui. Puis de changer la perspective. Donc, les moyens, la finance n'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, donnez-vous les moyens de vos ambitions, de vos espoirs, de l'impact, de la grandeur de l'impact que vous voulez avoir. Mais pour faire ça, vous allez avoir besoin des moyens pour le faire. Et donc, moi, j'ai très peu d'entrepreneurs que j'ai connus le faisaient pour l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, ne devenez pas entrepreneur. C'est long avant que ça arrive. Ça arrive pas souvent que ça. Fait que, trouvez-vous une autre bonne raison d'être entrepreneur. Puis je pense que je vais conclure là-dessus et je vous laisse le mot de la fin, mais de le faire pour améliorer la condition des humains et de la planète sur laquelle vous êtes. Pour moi, il n'y a pas de plus grandes aspirations en tant qu'humain qu'on peut se donner. Si tu peux me permettre, Sylvain, en termes, puis je le ferai comme mot de la fin aussi, mais il y avait une question dans le chat que j'ai pas eu l'occasion de répondre, qui disait, vous parliez d'une enveloppe et d'un montant global pour Evol. Est-ce qu'il y a une vraie évolution de ce chiffre? Puis j'ai envie de le nommer parce que je trouve que ça donne espoir aussi, puis que ça donne le ton sur ce qui se passe sur le terrain. Le premier fonds de Femmes et Sœurs à l'époque, en 1995, c'était un fonds de 50 000 pour aider les femmes à créer des entreprises avec du microcrédit. Puis après, d'année en année, c'est devenu finalement des fonds de 200 000 dans chaque région, puis éventuellement le fonds de 19 millions en 2016 à travers le Québec. Et ce qui nous a permis, je pense, de passer de 19 millions à 52. Puis d'ailleurs, je vous donne un scoop, ce montant-là va être même plus grand, mais je ne peux pas l'annoncer tout de suite. C'est justement le fait d'avoir vraiment mis le focus sur ce désir qu'on voulait avoir, d'aider les entrepreneurs à avoir un impact positif sur la société. Ça a rallié énormément les partenaires privés parce qu'il y a vraiment un sentiment, je pense, partagé un peu partout dans l'écosystème financier à l'effet qu'on a ce devoir-là et qu'il y a vraiment un intérêt réel d'encourager les entrepreneurs à prendre la voie de l'impact. Et évidemment, il y avait tout l'aspect d'inclusion aussi d'une clientèle plus large. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce que je peux dire, c'est que les plus grands leaders de la finance ont présentement très conscience des enjeux qu'on vit comme société et souhaitent s'impliquer pour aider les entrepreneurs à être partie prenante de ce changement-là. Donc, pour tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'impact, qui ont un projet d'impact, j'ai envie de dire, l'écosystème est au rendez-vous là. L'écosystème financier est au rendez-vous. Il n'y a jamais eu de meilleur moment, on pourrait dire comme ça. Exact. Voilà. Merci à vous deux. Chantal, un mot de la fin ou on termine sur ces sages paroles? Je dirais, lâchez pas. Lâchez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a urgence d'agir aussi. Donc, voilà, les innovations, on est preneur. Donc, lâchez pas et entourez-vous. On est là de cadres et aussi d'accompagnateurs de personnes qui vont faire la différence. Merci Chantal, merci Séverine, merci à Bonjour Startup pour l'occasion d'avoir cette conversation.
Merci à vous tous et à vous toutes. On se revoit très bientôt. En personne vendredi, j'espère, avec certains d'entre vous. Merci tout le monde.